Mesdames et messieurs, bonjour. Je commence comme d'habitude par vous rappeler le plan des cours. Et pour la première fois, donc, je me suis rattrapé, de sorte que je puisse aborder immédiatement le sujet du jour, l'organisation des pouvoirs politiques et notamment les questions du veto royal et du bicaméralisme. Je vais commencer par les aspects des débats et des décisions qui reflètent surtout les rapports de force et la psychologie des constituants, pour me pencher ensuite sur ceux qui relèvent de la justification et de l'argumentation proprement dite. Le débat commence le 29 août, mais ne décolle vraiment que le 31, avec la présentation par Lali Tollendal du rapport du comité de constitution. Les votes décisifs ont eu lieu le 10 septembre pour le bicaméralisme et le 11 puis le 21 septembre pour le veto. Et voici les votes. Donc, que l'Assemblée soit unicamérale, que le roi ait un veto, que ce veto soit suspensif et que le veto suspensif cesse à la deuxième législature qui suit celle où on aura proposé la loi. Vous observez premièrement un taux de participation assez élevé, autour de 80%, peut-être même plus, et deuxièmement, des majorités assez nettes et même écrasantes. Le premier fait est important. Comme nous le savons depuis longtemps, les activistes et les extrémistes parviennent souvent à leur but en fatiguant les modérés et en étant davantage prêts à rester jusqu'à ce que le vote ait lieu à une heure tardive. Selon Lali, ce fut aussi le cas de la constituante. Voilà ce qu'il écrit. Lors des votes sur le veto, on voulait fatiguer l'Assemblée, on voulait qu'il y eût beaucoup d'absents pendant l'appel. C'était encore un des moyens usités, car c'est un malheur et un défaut de l'humanité que la modération se rebute plus que la fureur. J'ai appelé ça une tactique des Mao, à partir de ma propre expérience dans les années 60, où les maoïstes étaient très habiles à faire adopter leurs idées en fatiguant les adversaires et en forçant des votes nocturnes. Je pense que la même chose s'est passée en France. Et pourtant, les chiffres que je viens de citer lui donnent tort. Les activistes ont employé d'autres tactiques pour arriver à leur fin, notamment la demande du vote nominal. Ça, c'est un texte traitement descriptif des archives parlementaires. Sur la première question, c'est-à-dire le veto, il a été résolu d'abord à la grande majorité qu'on irait au vote par assis élevé, mais les réclamations ont forcé l'Assemblée à revenir sur le décret et à le révoquer. J'appelle ça une autre tactique de Mao, pour la raison que l'appel, la demande du vote nominal, était faite pour pouvoir identifier les votants. Dans les assemblées des années 60, les alternatives, c'était le vote secret et le vote nominal. Là encore, on a insisté, la gauche, l'extrême gauche, sur le vote nominal afin de pouvoir identifier ceux qui prenaient des positions modérées. Il semble assez probable, du moins possible, que la résolution, évidemment adoptée par assis élevé, de voter par assis élevé, se soit faite dans l'espoir que les partisans du veto absolu puissent exprimer leur opinion sans crainte de censure. Dans le cas de doute sur une majorité par assis élevé, c'était le président, consultant son bureau, qui tranchait. Le président, ce jour-là, était Clermont-Tonnerre, favorable au veto suspensif. Serait-ce pour cette raison qu'il a ignoré la grande majorité, en espérant que le vote nominal fasse basculer la décision en faveur du système qu'il préférait? Rien ne permet d'affirmer ni de l'affirmer ni de l'exclure, même si l'hypothèse se heurte à la réputation de Clermont-Tonnerre de probité. Par quelle dynamique ces majorités se sont-elles produites? Je ne prétends pas pouvoir offrir une réponse à cette question. Je me propose simplement d'exposer les principaux facteurs qui ont pu jouer sans essayer de déterminer leur importance relative. Et vous vous rappelez peut-être que c'est la même ambition modeste qui a animé mes efforts pour analyser la dynamique de la nuit du 4 août. Lali Tollendal présenta
dans la deuxième lettre à ses commettants, une explication amère et désabusée de l'échec du projet d'une assemblée bicamérale. Des membres des communes m'ont dit à moi « Je ne veux pas faire égorger ma femme et mes enfants ». L'opinion des deux chambres a encore eu une autre espèce d'adversaire, ceux qui, regrettant l'ancien régime, ont voulu le nouveau si mauvais qu'il ne put subsister. On m'a fait encore à cet égard des confidences que je n'ai reçues ni avec reconnaissance ni avec politesse. Ce sont deux étranges bases pour une constitution que la peur d'être assassiné et l'envie de la faire écrouler. Une petite parenthèse. En Europe de l'Est, après 1989, on a aussi vu quelques instances où les assemblées constituantes ont comporté non pas des constitution makers, des faiseurs de constitution, mais des constitution wreckers, des destructeurs de constitution, notamment l'Assemblée constituante tchécoslovaque en 1990, où les communistes ont en effet réussi à détruire le travail constituant. Fin de parenthèse. Je vais maintenant essayer de faire l'analyse de ces deux bases, la politique du pire et la crainte. En ce qui concerne la première, on a déjà vu que lors de la Grande Peur, les paysans ont cru à une action délibérée de la part des privilégiés pour les affamer, faire tomber le pays dans une anarchie dont seule la contre-révolution aurait pu le sauver. Bien que cette crainte fût infondée, il existe des exemples avérés de la politique du pire, du début des États généraux jusqu'à la fin de la Constituante. Dans une lettre à l'abbé Vermont, précepteur influentiel de Marie-Antoinette, le constituant du clergé, abbé Maury, s'exprime dès le 5 mai dans les termes suivants. Cela ne commence pas mal. Il y a déjà de la désunion dans les trois ordres, avant même leur réunion. Il faut que les partisans de la déconvocation continuent à faire naître de nouvelles difficultés et à aigrir les esprits par de nouveaux sarcasmes. Quand le trouble sera bien établi, le roi aura alors un droit légitime pour défaire ce qu'il a fait. Et lors des débats sur les deux chambres, Maury adopta apparemment la même attitude. Selon Doss, les passions de tous les partis se liguèrent contre le projet de constituer en deux chambres le corps législatif. Moreau et d'autres représentants qui partageaient ces opinions politiques ne déguisaient point le motif de leur résistance. Si vous établissiez les deux chambres, disait-il, votre constitution pourrait se maintenir. Et dans leurs analyses de divers autres épisodes de la Constituante, les observateurs citèrent souvent la politique du pire parmi les mobiles qui animaient les constituants. Ainsi, à propos de la nuit du 4 août, quelques-uns avaient bien pour but de leurs efforts l'utilité générale, mais beaucoup faisaient de nécessité vertu. L'un s'imaginait de prendre les oiseaux au piège, l'autre aspirant aux éloges d'un journal, d'un groupe, sans s'inquiéter des conséquences, un troisième était entraîné dans l'ivresse générale, un quatrième cherchait à gâter les choses en les poussant jusqu'à l'extravagance. Et de même, quand Necker demanda le 26 septembre à l'Assemblée d'autoriser un emprunt, le constituant duquesnois classe les réactions en 7 catégories distinctes, dont les deux suivantes. Des hommes qui auraient voulu faire rejeter l'emprunt pour perdre M. Necker et dévoiler son incapacité à trouver un plan de réforme pour les finances, le président de Pont-de-Ville, par exemple. Et puis des hommes qui voulaient le faire adopter pour perdre M. Necker. Ils croyaient son plan inexécutable, vicieux, ils ont pensé que cette inexécution entraînerait sa perte. Et le roi même pratiqua la politique du pire. Lors de l'abolition des titres de noblesse en 91, ce fut c'était en 90 peut-être, une opinion très répandue que Louis XVI s'était persuadé qu'à force de fautes et de mauvaises mesures, l'Assemblée tomberait dans le décrit. La faiblesse de ce prince lui avait fait saisir cette idée qui le débarrassait d'une résistance journalière et trop forte pour son caractère. C'était sur ce faux principe que le roi sanctionnait le décret abolissant la noblesse, persuadé surtout que tout le royaume serait révolté de cette extravagance. Et enfin, lors du cours du 28 avril, nous verrons un dernier exemple de la politique du pire lorsque, le 16 mai
91, la droite se joint à la gauche pour déclarer les constituants inéligibles à la première assemblée législative. Or, s'il semble hors de doute que certains constituants ont pratiqué la politique du pire en votant contre le bicaméralisme, il est impossible, semble-t-il, de déterminer leur importance quantitative parmi les 1000 députés présents. Et il en va de même pour l'autre motif que cite Lally Tollendal, la crainte personnelle devant les menaces. Commençons par le constat que dans le cours de la Constituante, aucun député ne fut tué ou même, autant que nous sachions, sérieusement blessé à cause de ses opinions et de ses votes. Et on ne connaît pas d'exemple non plus de femmes ou d'enfants égorgés. On ne peut à cet égard comparer la Constituante à l'Assemblée constituante de Francfort de 1848, durant laquelle 2 députés de droite furent tués pour leurs opinions. Et même l'Assemblée française de 1948 a vu plus de violence à l'intérieur, dans la salle, que celle de 1989. Cela dit, la crainte des modérés était sans doute réelle et non sans justification, au vu des meurtres de Foulon et de Berthier de Sauvigny le 23 juillet et des mots de Barnave à leur propos, ce sang était-il donc si pur? En tout cas, on ne saura jamais si certains députés ont échappé à l'agression ou à l'assassinat en votant contre le veto absolu ou contre les 2 chambres. La question qui nous concerne aujourd'hui est celle de l'efficacité causale des craintes, non celle de leur justification. Mais à ma connaissance, nous n'avons pas de lettres ou de journaux intimes qui nous permettent d'affirmer que le vote de tel ou tel individu précis ait été déterminé par une peur viscérale. Pour reconstituer l'atmosphère à Versailles et à Paris vers la fin du mois d'août et au début de septembre, je vais citer une des 2 lettres envoyées par un groupe s'appelant la Société du Palais Royal et lue à la tribune de l'Assemblée. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, la Société très connue du Palais Royal instruit les délibérations précédentes de l'Assemblée nationale, tant sur la sanction royale que sur la périodicité de l'Assemblée, à l'honneur de vous informer que si le parti des aristocrates, formé par la coalition du clergé en général et de la presque totalité de la noblesse, à laquelle s'est réunie une centaine de membres des communes, privilégiés ou ignorants ou corrompus, parvient à dominer le parti national sur ces 2 points. En attendant, 2000 lettres sont prêtes à partir pour éclairer vos châteaux et vos maisons, en attendant que vos personnes, et la vôtre, monsieur, particulièrement dévouées au parti aristocratique, soient reçues avec toutes les marques de distinction que méritera une pareille conduite. Et comme l'écrit le marquis de Ferrières à sa femme le 12 septembre, la menace dans cette lettre est à peine voilée, éclairée, signifiant de toute évidence brûlée. Il affirme pourtant dans sa lettre que l'instigateur présumé, le marquis de Saint-Huruge, est arrêté et que tout est calme. Et une semaine plus tard, il explique ainsi les décisions à sa sœur. Nous sommes à définir la sanction royale, la permanence des États, la question de la division du pouvoir législatif en 2 chambres. La permanence des États est décidée, la sanction royale passe avec le veto suspensif, mais le État de Mounier et de nos seigneurs ne passera pas. Ainsi, ce fruit de leur cabale, ce motif secret de la réunion des ordres, ils ne l'obtiendront point, et c'est justice. Et je reviendrai sur ces dernières phrases, passablement mystérieuses. Mais d'abord, je voudrais citer une tentative échouée de marchandage dans l'Assemblée que nous connaissons par le récit qu'en fit Mounier peu de temps après. À ma connaissance, c'était la seule tentative de marchandage, de tractation à la Constituante à Philadelphie, dans la Convention fédérale. Il y en avait beaucoup, puisque c'était à huis clos, un petit groupe, mais à ma connaissance, l'épisode que je vais raconter maintenant, d'après le résumé de Mathias, était le seul à la Constituante française. Donc, Lafayette chercha vainement un terrain de conciliation. Des conférences eurent lieu
avant le 28 août, je pense que c'est peut-être le 29, chez lui et c'est Jefferson, entre Mounier, Lally, Bergasse d'une part, Duport, Lamette et Barnave de l'autre. Les chefs de la gauche s'étaient résignés à accepter le veto absolu et les deux chambres à trois conditions. 1. Que la Chambre des représentants ne pût être dissoute par le roi. 2. Que la Chambre haute n'eût qu'un veto suspensif sur les décisions de la Chambre basse. Et 3. Que des conventions nationales fussent périodiquement chargées de réviser la Constitution. Mounier, qui croyait alors la majorité de l'Assemblée gagner à ses idées, se montra intransigeant. Il ne fit qu'une seule concession, il renonça à la hérédité de la Chambre haute. Il faudra ajouter plus tard une observation sur les idées de Mounier relativement à la Chambre haute. Ce sera, je pense, lors de la reprise du cours, le 28 avril. Mais aujourd'hui, lisons l'explication qu'il fit lui-même de son rejet. Je témoignais de ma surprise de ce qu'on voulait m'engager à traiter sur les intérêts du royaume comme si nous en étions les maîtres absolus. J'observais qu'en ne laissant que le veto suspensif à une première chambre, s'il était composé de membres éligibles, il serait difficile de pouvoir la former de personnes dignes de la confiance publique, puisqu'alors tous les citoyens préféreraient d'être nommés représentants et que la Chambre, juge des crimes d'État, devait avoir une très haute dignité et conséquemment que son autorité ne devait pas être moindre que celle de l'autre chambre. Enfin, j'ajoutais que lorsque je croyais un principe vrai, j'étais obligé de le défendre et que je ne pouvais pas en disposer puisque la vérité appartenait à tous les citoyens. Donc, lors de la reprise du cours, le 28 avril, j'examinerai la solution que proposa alors, un peu plus tard, Mounier pour élever la dignité de la Chambre haute, même si celle-ci n'avait pas un droit de veto. Mais pour l'instant, je voudrais parler d'une troisième explication possible du refus de Mounier. Plutôt que d'être certain de sa majorité, comme l'affirme Mathiès, ou intransigeant en matière de principe, comme il le dit lui-même, Mounier a peut-être jugé non crédible la promesse des triumvirs, Barnave, Duport et Lamette, de pouvoir mobiliser une majorité pour leur solution. Même si ceux-ci étaient certainement des personnages influents dans l'Assemblée, ils ne pouvaient pas offrir à Mounier, comme le font les leaders politiques modernes, un bloc de vote homogène. Autrement dit, le problème ne fut pas, comme l'affirma Mounier, que les 6 négociateurs ne devraient pas traiter sur les intérêts du royaume, comme s'ils en étaient les maîtres absolus, mais que les triumvirs ne pouvaient pas prétendre à la maîtrise absolue d'un bloc de députés. Cette remarque spéculative me permet d'en faire une qui l'est moins. Même s'il n'avait pas de parti ou de fraction formelle dans l'Assemblée, elle comportait un certain nombre de groupes semi-fluides dont les membres votaient le plus souvent dans le même sens. Selon Hollard, on peut distinguer les groupes suivants. Donc Mirabeau, l'extrême droite, la droite, le centre droit, le centre gauche, la gauche et l'extrême gauche. Et tout indique que la plupart des députés tenaient à leur indépendance. S'ils étaient prêts à se laisser influencer, ils résistaient, comme le dit Jean Aigret, au mot d'ordre. Ainsi, le club breton échoua souvent dans ses tentatives très agressives d'imposer ses vues, même lorsque celles-ci étaient proches des idées de ceux auxquels il s'adressait. Les psychologues parlent à cet égard d'un effet de réactance, mécanisme sur lequel je me suis longuement penché dans mon cours et puis dans mon livre sur l'irrationalité. Pour prendre un exemple stylisé, supposons qu'un agent classe les objets A, B et C dans cet ordre de préférence et qu'une autre personne lui recommande de choisir A. Le mécanisme de la réactance induirait dans ce cas le choix de B. En simplifiant, on pourrait dire que l'agent sacrifie ses préférences substantielles afin de maintenir son autonomie de choix. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'un arbitrage conscient. Il me semble que c'est bien la réactance
que décrit Mathiès dans le texte suivant, aussi repris par Jean Heugret. La vérité, c'est que la majorité des constituants forment une masse indécise flottante entre les partis. Hommes sincères, aimant passionnément leur pays et profondément attachés au bien public, ils ne prouvent nullement le besoin de concerter d'avance l'attitude qu'ils prendront à la séance publique. D'accord avec les députés bretons sur presque toutes les questions importantes, ils ne les porteront pourtant pas aux honneurs, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée, parce qu'ils trouvent qu'ils mettent trop de violence à défendre les causes, même justes. Si donc les triumvirs n'ont pas pu compter sur des troupes fidèles, Mounier non plus n'avait aucune certitude que son appel soit écouté. De fait, la remarque mystérieuse du marquis de Ferrières, que j'ai citée tout à l'heure, concernant la cabale de Mounier, pourrait s'interpréter comme une réaction contre l'effort de celui-ci d'imposer sa volonté. Mais il semble pourtant qu'on puisse avancer une lecture différente et plus plausible de cette remarque. Le marquis de Ferrières faisait partie de la noblesse de province. Bien qu'ayant peu en commun avec l'obéro caricatural, il était loin également de la grande noblesse et de la noblesse littérale, deux sources de recrutement probable de la Chambre haute. Ainsi, citant Ferrières, ainsi que d'autres contemporains, Jean Heugret parle de la féroce jalousie que provoquaient ceux qui semblaient promis à la nouvelle pairie. Et selon l'historien américain Timothy Tackett, certains nobles, en particulier ceux des provinces, craignaient qu'une chambre haute ne soit bientôt dominée par ces mêmes grands aristocrates et courtisans qui les avaient écrasés de leur morgue sous l'Ancien Régime. Ce fut un des rares cas où la division sociale au sein de la noblesse a pu avoir un réel impact sur les événements. Donc, je viens de passer en revue ce qu'on pourrait appeler les explications externes du rejet du veto absolu et du bicaméralisme, à savoir la politique du pire, la peur, les négociations échouées faute de promesses crédibles, la réactance et l'envie ou la jalousie. Il s'agit d'explications externes, dans ce sens qu'aucune d'entre elles ne fait appel à des arguments. Et je passe maintenant aux explications internes, c'est-à-dire aux analyses qui proposent de comprendre les décisions de la Constituante comme fondées sur des raisons plutôt que sur les passions et les intérêts. À vrai dire, ma prétention est plus modeste. Je vais me pencher sur les arguments que proposèrent les partisans et les adversaires des diverses solutions afin d'en examiner le bien fondé et la cohérence plutôt que d'en évaluer la force causale. S'il faut croire, ou du moins espérer, que la force causale des bons arguments a été plus grande que celle des arguments spécieux, nous ne pourrons jamais le démontrer. Deux modèles extrêmes s'opposaient. D'un côté, les monarchiens proposaient un système calqué sur le régime anglais, légèrement modifié. De l'autre, Sieyès souhaitait une assemblée unicamérale sans aucun veto exécutif. Entre les deux, on trouve des projets assez divers, dont la solution finalement adoptée, sans doute plus proche de Sieyès que des monarchiens. Les arguments avancés pour et contre sont soit historiques, soit théoriques. Ou bien les orateurs citent les exemples de la Sparte, d'Athènes, de la Carthage, de Rome, de l'Angleterre ou des États américains. Ou bien ils avancent des hypothèses causales sur les conséquences probables de tel ou tel engagement. Il faut dire sans embâche que, du moins à mon avis, la plupart de ces arguments étaient de faible valeur intellectuelle. En ce qui concerne l'appel à l'histoire, l'abbé Grégoire fit cette remarque de bon sens. Nous objectera-t-on sans cesse qu'autrefois en France, qu'actuellement dans la plupart des gouvernements européens, le roi a une portion de l'autorité législative que celui d'Angleterre a le veto absolu. J'examine moins ce qui se fait ailleurs que ce qui doit se faire. L'histoire qu'on invoque trop souvent est un arsenal où chacun prend des armes de toutes sortes parce qu'il offre des exemples dans tous les genres. Il vaut peut-être la peine de s'attarder un instant sur le prétendu veto absolu du monarque anglais. À la Constituante, personne n'affirma ce que je crois être la vérité, à savoir qu'en 1789, ce veto était tombé en désuétude. La dernière fois qu'on en avait fait usage, c'était en 1707.
On peut citer sur ce point les affirmations d'Alexander Hamilton dans le Fédéraliste numéro 73, ainsi que le livre de Thomas Paley, Moral Philosophy, publié en 1785. Or, les constituants français avaient appris le droit constitutionnel anglais chez Delolme, non pas chez Paley. Que Delolme affirme la nécessité absolue du veto royal dans l'ingénierie constitutionnelle anglaise ne fait que démontrer son ignorance des vrais ressorts du système. Et je vous renvoie sur ce point à ce livre qui fait une analyse très détaillée des idées de Delolme. Certains constituants français étaient conscients du non-usage du veto anglais, mais n'en tirèrent pas la conclusion qu'il était permis. Dans sa présentation du rapport du comité de constitution, Lallet Tollendal affirme en effet le contraire. On est frappé d'admiration quand on considère que depuis un siècle, le roi d'Angleterre n'a fait usage de sa négative qu'une seule fois et que tout y a été combiné avec une telle sagesse, avec une telle prévoyance, que les projets de loi susceptibles d'inconvénients ont expiré entre les deux chambres sans parvenir jusqu'au trône. La prérogative royale, attaquée dans plusieurs de ces points, n'a pas même eu besoin de se montrer pour être préservée. Les communes l'ont défendu contre les pairs sous Guillaume III, comme les pairs l'avaient défendu contre les communes sous Charles II. Ce raisonnement appelle plusieurs commentaires. Il arrive en effet souvent que l'existence même d'un droit de veto en rend l'exercice inutile, puisque les parties concernées n'ont pas d'intérêt à proposer un projet de loi s'ils savent d'avance qu'il sera rejeté. C'est ce que Carl Friedrich appelle la loi des réactions anticipées. Or, ce n'est pas du tout ce que dit Lally. Il affirme en réalité que le veto est superflu, puisque tout projet qui aurait été rejeté par le roi serait déjà arrêté en chemin par l'une ou l'autre chambre. Le passage témoigne d'une croyance absolument injustifiée dans une sorte d'harmonie préétablie qui assurerait que pour chaque projet contraire aux intérêts du roi, il se trouvait toujours une chambre pour l'opposer. D'abord, c'est évidemment faux, et si c'était vrai, c'est la conclusion inverse qui s'imposerait, c'est-à-dire l'inutilité du veto. Ensuite, il convient de se pencher sur l'idée excessivement intentionnaliste que se fait Lally des origines du système anglais. À aucun moment de l'histoire anglaise, une assemblée ou un individu n'a adopté le système de 3 vétos afin de promouvoir l'intérêt général. J'ai cité tout à l'heure l'abbé Grégoire comme un représentant, on pourrait peut-être dire représentant rare, du bon sens au sein de la constituante. Écoutons-en maintenant un autre. Il s'agit cette fois de réfuter une autre idée excessivement intentionnaliste, selon laquelle le veto des lords aurait été établi pour faire contrepoids à la précipitation des communes. C'est l'argument de la lenteur, dont je parlerai longuement tout à l'heure. L'idée de 2 chambres, dit Rabot de Saint-Étienne, n'a point été imaginée pour suspendre la marche précipitée des représentants du peuple. Ce fut un accommodement des intérêts des grands avec ceux des communes. Il résulta cependant de cet accommodement que pour le maintenir, il fallut donner aux parties contractantes une arme propre à repousser les attaques de l'autre, un bouclier défensif, et l'on créa le veto. Les 2 pouvoirs furent donc une invention forcée, un pacte, un contrat, imaginé non pour rendre la législation meilleure, mais pour accommoder des gens qui n'étaient pas d'accord. On fit tout pour l'intérêt particulier et non pour l'intérêt général. Celui-ci gagna sans doute, car il gagne toujours la cessation des querelles intestines, mais ce n'était que par contre-coup, et ce n'est pas directement qu'on avait voulu servir. Je pourrais m'attarder sur les fantaisies historiques des constituants, mais il est plus intéressant de passer à leur conception théorique. Pour les évaluer, je commence par un schéma tout à fait général que j'ai déjà longuement développé dans mon cours sur de l'année 2008-2009. Donc, les préférences dérivées qui portent sur les moyens, par exemple sur
le taux d'impôt sur la conscription militaire, n'importe quel sujet, dérive d'une part des préférences fondamentales des agents et d'autre part de leurs croyances causales et factuelles. Pour les décisions individuelles, le schéma n'entraîne pas de difficultés de principe, bien que dans certains cas, des apories puissent se présenter. Pour les décisions collectives, le schéma est profondément controversé pour des raisons dont je vous ai parlé brièvement dans le cours du 13 janvier et sur lesquelles je reviendrai plus longuement le 28 avril si j'ai le temps. Mais pour l'instant, j'adopterai une vue naïve en supposant qu'une assemblée est susceptible d'avoir une préférence collective aussi bien qu'une croyance collective. Et dans cette perspective, la question fondamentale de l'organisation des assemblées se pose comme suit. Quel est le mode d'organisation d'une assemblée qui soit le plus favorable à la formation de préférences collectives justes et de croyances collectives vraies? Dans le langage des constituants, on peut identifier les préférences collectives justes à la volonté générale. Or, il est clair que des préférences justes ne sauraient à elles-mêmes suffire à produire une bonne décision. Je vous ai déjà fait plusieurs observations dans ce sens, notamment en ce qui concerne l'effet des émotions sur les décisions. Donc, par exemple, à propos, dans certaines décisions comme celle de la nuit du 4 août, les émotions ont pu avoir un effet positif sur les préférences fondamentales en facilitant la victoire de la raison sur les intérêts, mais en même temps un effet négatif sur les croyances causales. Et de manière générale, dans ces cas, l'effet sur les préférences dérivées peut être négatif ou positiviste, selon le cas. Ainsi, la volonté générale ne suffit pas, car il faut aussi, selon l'expression de Mirabeau, que l'Assemblée représente la raison générale. C'est une expression que je n'ai trouvée que chez lui, mais qui me semble excellente. Lorsqu'on suppose que l'Assemblée nationale, composée de ces vrais éléments, présente au prince le fruit de ses délibérations par tête, lui offre le résultat de la discussion la plus libre et la plus éclairée, le produit de toutes les connaissances qu'il a pu recueillir, il semble que c'est là tout ce que la prudence humaine exige pour constater, je ne dis pas seulement la volonté, mais la raison générale. Et sans doute, sous ce point de vue abstrait, il paraît répugner au bon sens d'admettre qu'un homme seul ait le droit de répondre « je me pose à cette volonté, à cette raison générale ». Je pense qu'il doit y avoir une erreur là, je me pose. Bon. Mais l'important, c'est la première partie du passage. Et on peut citer dans le même sens une intervention de Mounier. On ne doit se flatter de prononcer une loi juste que lorsqu'on a une connaissance certaine des faits auxquels elle est relative et des conséquences qu'elle peut produire. La pertinence de cette distinction entre la volonté et la connaissance des faits et des chaînes causales apparaît nettement quand on reprend la question que je viens de poser. Quel est le mode d'organisation d'une assemblée qui soit le plus favorable à la formation de préférences collectives justes et de croyances collectives vraies? Car il n'y a aucune raison a priori pour que la même organisation soit optimale pour réaliser ces deux fins à la fois. Et en fait, il existe depuis l'Océana de Harrington, publié en 1656, une vénérable tradition selon laquelle le choix des fins et le choix des moyens doivent être confiés à deux assemblées distinctes. Ce ne sont pas exactement les mots de Harrington, mais je pense qu'ils correspondent au sens de ces analyses. J'ai longuement parlé de Harrington dans mon cours de 2008-2009 sur les décisions collectives. Aujourd'hui, je veux seulement noter que selon lui, la sagesse est représentée par un petit nombre de sénateurs dont les intérêts ne coïncident pas avec l'intérêt général, lequel est représenté par une assemblée populaire plus nombreuse. En laissant au Sénat le droit exclusif de débattre et de proposer, et à l'Assemblée populaire le droit d'accepter ou de rejeter les propositions du Sénat, Harrington croyait réconcilier la justice dans le choix des fins et l'efficacité dans le choix des moyens. À ma connaissance, personne à la Constituante ne s'est référé aux idées de Harrington. Il y avait
en 1992 un projet de constitution inspiré par Harrington, mais à la constituante, je n'ai vu aucune référence à son travail. De plus, l'idée selon laquelle une chambre haute représenterait la sagesse semble plutôt marginale. La seule proposition à cette fin que je connaisse a été celle du duc de La Rochefoucauld, qui, dans son discours non prononcé à la tribune, proposa un conseil qui, sans avoir droit de veto, examinerait les lois 2 ou 3 fois avant que la Chambre des représentants ne prenne une décision définitive. Il affirma que le Conseil me paraît devoir être formé de sujets élus par les mêmes assemblées qui choisiraient les représentants, mais pour un temps plus long, en exerçant certaines conditions, comme un âge plus avancé, laissés de leur mérite, soit dans les assemblées provinciales, soit dans l'Assemblée nationale, et peut-être en ne la renouvelant que par partie pour lui donner un peu plus de consistance. Selon La Rochefoucauld, le Conseil devait servir 2 des 3 fonctions classiques des chambres hautes, incarner la sagesse et assurer la lenteur des procédures. Je reviendrai bientôt sur la 3e. Et comme nous pouvons le constater, La Rochefoucauld choisit l'expérience politique comme le critère de la sagesse. Je parlerai tout à l'heure, si j'ai le temps, aujourd'hui, d'autres critères possibles pour identifier les sages. Dans un rapport du 31 août, présenté par Lally, le rapport du comité de constitution évita l'épineuse question du mode de sélection des sénateurs. Mais dans les débats, la question ne fut pas souvent soulevée. Dans sa propre présentation du rapport, Lally souligna l'importance pour les sénateurs d'avoir une propriété foncière, même une propriété quelconque, qui les attacherait au sol et les dissuaderait de quitter le pays. Malouet en parle en des termes semblables à ceux utilisés par La Rochefoucauld. Seul Mounier expose longuement ses opinions, non seulement à la tribune, mais aussi dans un pamphlet publié au début de septembre et dont il prononce des extraits à l'Assemblée, Considérations sur les gouvernements. Et on constate que ces opinions évoluent de manière intéressante. Je pense qu'il me faudra reporter l'analyse de cette évolution au cours du 28 avril. Mais dans les considérations, il commence par la remarque que si l'on veut ralentir les délibérations et donner une sorte de révision à 2 chambres sur leurs résolutions respectives, il faut non pas qu'elles aient des intérêts opposés, mais une position différente qui les empêche de s'animer des mêmes passions et qui permettent d'espérer que les mêmes circonstances ne pourront les égarer toutes les 2 en même temps. Et par la suite, il introduit non seulement l'âge, mais la richesse foncière parmi les critères de sélection des sénateurs, en exigeant qu'ils aient 10 000 livres de revenus en immeubles. Autant que j'ai pu le vérifier, c'était une somme importante. La contre-valeur en or de 10 000 livres en 1989 fut de 3 kilos. Puis Mounier ajoute que ces riches propriétaires auront plus d'intérêt au maintien de la tranquillité publique, ce qui était sans doute un euphémisme pour signifier un intérêt au maintien de la propriété. Et la défense de la propriété est en effet souvent citée comme la 3e fonction d'une chambre haute. À la Convention fédérale à Philadelphie, ainsi que dans les conventions constitutionnelles des États américains, les députés ont régulièrement avancé cet argument. Certains d'entre eux proposaient pourtant la richesse non pour elle-même, mais comme un indicateur imparfait de la sagesse. Ainsi, l'intégrité, disait Jefferson, n'est pas, d'après mon expérience, une qualité attachée à la richesse. Mais Madison, comme Jefferson, était consterné par l'apparente incapacité du peuple à reconnaître la véritable compétence. Aussi était-il contraint, à contre-cœur, d'admettre la propriété comme l'un des meilleurs fondements des distinctions dans la Nouvelle République. Et je voudrais maintenant appliquer aux constituants eux-mêmes les raisonnements que je viens de développer. Mounier affirma, nous l'avons vu, que les législateurs futurs devaient avoir une parfaite connaissance des faits auxquels la loi est relative et des conséquences qu'elle peut produire. On ne pouvait sûrement pas être moins exigeant pour les constituants eux-mêmes. Or, à mon avis, ils n'avaient que des idées spéculatives et
très vague sur les conséquences, sinon certaines, du moins probables, des divers arrangements dont il débattait. N'ayant aucune expérience pratique de la politique, ils s'étaient réduits à leur seule imagination. Il me semble pertinent de citer sur ce point le jugement de gouverneur Morris, l'un des esprits les plus pénétrants de la Convention fédérale de Philadelphie, et qui se trouvait à Paris à l'époque de la Constituante, partageant d'ailleurs sa maîtresse avec Talleyrand. Voilà ce qu'il dit. Certes, les hommes capables ne manquent pas dans l'Assemblée nationale, mais ces meilleurs esprits n'auraient guère souffert de bénéficier d'un peu plus d'expérience. Malheureusement, il en est un grand nombre qui, pour avoir beaucoup d'imagination, n'ont que peu de connaissances, de jugement et de réflexion. Vous pouvez penser que la révolution est accomplie, c'est-à-dire que l'autorité du roi et de la noblesse est complètement soumise, et pourtant je tremble pour la Constitution. Ils ont tous cet esprit romantique et ces idées romantiques sur le gouvernement, contre lesquelles, heureusement pour l'Amérique, nous avons été immunisés avant qu'il ne soit trop tard. Considérons comme un exemple l'argument suivant que proposa Mounier contre le système unicaméral. Une seule assemblée pourrait être aussi funeste à la liberté du peuple qu'à l'indépendance de la couronne. Elle pourrait, dans un moment d'enthousiasme, accroître la puissance d'un roi victorieux ou, dans des circonstances difficiles, établir en faveur du prince une dictature qui deviendrait perpétuelle. C'est, me semble-t-il, faire flèche de tout bois. Le scénario, bien sûr, n'est pas impossible, mais à la suite de siècles de lutte sournoise du peuple contre le pouvoir royal, est-il probable? On pourrait multiplier les exemples de spéculations semblables à propos des conséquences soit désirables, soit néfastes de telle ou telle forme de veto ou d'absence de veto. Chacune d'elles peut sembler persuasive jusqu'à ce qu'on lise la spéculation opposée. Les discours offrent aussi de nombreux exemples de langue de bois lorsque les orateurs affirment la vertu infaillible, soit du prince, soit du peuple, ou quand ils expriment leur crainte de l'une ou de l'autre, de l'un ou de l'autre. Il avait pourtant aussi des préoccupations fondées sur l'expérience toute récente. Et pour les expliquer, je vais faire un détour par la théorie constitutionnelle. Selon la conception, aujourd'hui sans doute la plus commune des freins et des contrepoids, et qui fut sûrement celle des constituants français, on peut affirmer, je crois, les deux propositions suivantes. Un organe de gouvernement ne peut jamais être limité par le texte de la Constitution interprété par lui-même, seulement par un autre organe auquel la Constitution accorde le droit de le limiter. Deuxième proposition, un organe qui est limité par un autre ne l'est pas véritablement s'il dispose de moyens d'influer sur la composition de ce dernier. Considérons d'abord le veto royal à la lumière de la première proposition. Dans un cours précédent, j'ai cité cette intervention de Mounier, que je ne vais pas lire tout entier, simplement la dernière partie. On ne saurait commettre une plus grande imprudence que de confier à un corps, à un individu, l'exécution de la loi qui doit enchaîner sa volonté. C'est contre l'idée qu'on pourrait inscrire dans la Constitution les limites de l'autorité des représentants. Donc, comme il ressort nettement de ce passage, Mounier justifie le veto par la nécessité de protéger la prérogative royale. Je reviendrai sur ce point. Pour l'instant, je constate seulement que Mounier affirme nettement que puisque le simple texte de la Constitution, interprété par les législateurs, ne saurait jamais offrir au roi une protection suffisante, il doit avoir un moyen de s'opposer aux empiétements de l'Assemblée. Dans les constitutions récentes du siècle dernier, de notre siècle, l'interprète privilégié de la Constitution n'est ni l'auteur d'une transgression, ni la victime de celle-ci, c'est-à-dire ni le législatif, ni l'exécutif, mais un tiers neutre, comme une cour constitutionnelle. À l'époque de la Constituante, l'aversion profonde envers l'idée d'un gouvernement des juges rendait quasi impossible une telle solution. Donc, si l'on ne voulait pas que l'Assemblée soit partie et juge, il fallait donner un veto au roi. Dans le cours de la semaine dernière, j'ai cité un texte d'Étienne Dumont, le collaborateur de Mirabeau. Je le mets ici avec un passage de Lally pour que vous puissiez les comparer. Dumont affirme que
une assemblée unique, eût-elle les meilleurs règlements, ne les observe qu'autant qu'il lui plaît. Et dans le même sens, Lally affirme qu'une chambre unique ne sera jamais liée par ses délibérations. Il aura beau prétendre s'enchaîner, comme elle seule aura forgé sa chaîne, comme elle seule la tiendra dans ses mains, et la rompra toutes les fois qu'il voudra. La Constitution elle-même sera dans un danger perpétuel, livrée à l'inconstance, aux caprices, à toutes les passions humaines. Donc, si nous substituons dans le premier passage le mot règlement, au mot règlement le mot constitution, on voit que c'est la même idée qui est exprimée. Lally, comme Dumont, a pu être influencé par les événements de la nuit du 4 août, lorsque la Constituante a rompu la chaîne de son propre règlement. Et dans certains pays dotés d'assemblées unicamérales, une partie du règlement de celle-ci fait partie de la Constitution. Ce fut le cas, par exemple, de la Constitution française de 1791. En principe, le roi, selon cette Constitution, aurait pu utiliser son veto contre une loi adoptée de manière non réglementaire, mais je ne pense pas qu'on ait jamais envisagé ce cas de figure. Lally n'en parle certainement pas. Ainsi, nous constatons que les monarchies ont justifié le veto royal aussi bien que le bicaméralisme par le premier des deux principes que j'ai énoncés tout à l'heure. Un organe du gouvernement ne peut jamais être limité par le texte de la Constitution, interprété par lui-même, seulement par un autre organe auquel la Constitution accorde le droit de le limiter, que cet autre organe soit le roi ou une chambre haute. À la Constituante, le deuxième principe, selon lequel un organe qui est limité par un autre ne l'est pas véritablement s'il dispose de moyens d'influencer sur la composition de ce dernier, a été nettement moins important, mais j'aimerais pourtant en parler un instant. Même les admirateurs du système anglais durent admettre qu'il avait des défauts. Parmi ceux-ci, Mounier mentionna le droit du roi de nommer des lords en nombre indéterminé. Et dans sa présentation du rapport du comité de constitution, Lally énuméra 3 avantages du modèle qu'il proposait par rapport au système anglais. Quelle différence entre la Chambre des pairs anglaise et le Sénat qui vous est proposé? Le nombre de ces pairs est indéterminé, celui de vos sénateurs serait borné, ces pairs sont nommés par le roi seul, vos sénateurs seraient nommés par la nation et le roi, ces pairs sont héréditaires, vos sénateurs seraient tout au plus à vie. Pour autant que je puis le constater, aucun des constituants ne mentionnant explicitement l'effet le plus important du droit anglais de nommer des pairs dans un nombre indéterminé. Car ce droit lui permit de surmonter l'opposition de la Chambre haute à un projet désiré à la fois par la Chambre basse et le roi, en nommant ou en menaçant de nommer de nouveaux lords favorables au projet. Cette pratique, initiée par la reine Anne en 1712, devint par la suite assez courante. Elle a d'ailleurs existé sous plusieurs autres régimes politiques, dont la France sous la Restauration ou l'Allemagne de Bismarck. Elle ressemble également à la pratique américaine, courante jusqu'en 1937, par laquelle le président, avec l'appui du Congrès, pouvait nommer des juges additionnels à une Cour suprême récalcitrante. Dans la conception des freins et des contrepoids que je viens d'esquisser, ces pratiques sont évidemment subversives. Mais nous arrivons ici au paradoxe suivant. D'une part, en insistant sur un nombre fixe de sénateurs, les monarchiens s'opposèrent au système anglais qui permettait au roi, avec l'appui de la Chambre basse, de vaincre une résistance soutenue de la part de la Chambre haute. D'autre part, dans la défense de son projet, Lally cite ce but même comme un désidératum important. 3 pouvoirs se maintiendront dans un parfait équilibre s'ils sont combinés de telle manière que quand 2 lutteront ensemble, le troisième, également intéressé au maintien de l'un et de l'autre, se joigne à celui qui est opprimé contre celui qui opprime et ramène la paix entre tous. Ce n'est pas un texte tout à fait clair, mais je pense que l'essentiel est assez intelligible. Si l'acte oppresseur de la part d'une chambre haute prend la forme d'un projet de loi contraire au désir de la chambre basse,
celle-ci n'a qu'à opposer son veto. Mais si par contre cet acte prend la forme du rejet par la Chambre haute d'une loi voulue par la Chambre basse, la nomination par le roi de nouveaux pairs constitue le seul ou le principal moyen de briser la résistance des lords. De même, si la Chambre basse s'oppose à un projet voulu à la fois par la Chambre haute et par le roi, ce dernier peut briser la résistance des communes par les placements et d'autres moyens d'influence. En principe, le roi anglais pouvait aussi influer sur la composition de la Chambre basse par la création de nouveaux districts électoraux. À mon avis, il est impensable que les constituants aient pu approuver de telles pratiques, qui pourtant, selon David Hume, ont constitué la clé de l'équilibre politique anglais. Les constituants avaient sans doute pris le mot équilibre chez Delolme, qui s'en sert abondamment dans son analyse du système politique anglais. Or, comme le démontre Jean-Pierre Machelon dans l'ouvrage déjà mentionné, les idées de Delolme n'avaient qu'un rapport assez lointain avec la réalité politique de l'Angleterre. Lors des débats, ou de ces débats à la Constituante, seul, je pense, l'abbé Grégoire peignit le système anglais dans ses couleurs véritables. Je voudrais maintenant vous parler des effets anticipés et désirés du veto royal. Et je vais reprendre ici la discussion que nous avons eue dans mon séminaire le 28 février, quand Michel Tropper, ici présent, a proposé une analyse comparée du veto de l'exécutif dans les constitutions américaines et françaises du XVIIIe siècle. Comme il l'a fait observer, les constituants américains, surtout Hamilton, anticipèrent deux effets désirables du veto. Le motif principal, c'est de mettre l'exécutif en état de se défendre. Un motif secondaire, c'est d'augmenter les chances de la nation contre le vote de mauvaises lois, par précipitation, inadvertance ou coupable dessein. Plus souvent une mesure sera soumise à l'examen, et plus grande sera la différence de situation de ceux qui l'examineront, moins grand sera, premièrement, le danger des erreurs qui résultent de défaut de maturité dans les délibérations, ou, deuxièmement, des fausses démarches produites par la contagion de quelque passion ou de quelque intérêt commun. Je m'attarde un instant sur le motif secondaire pour le veto. Vous aurez constaté qu'il est étonnamment similaire à l'un des motifs avancés par Mounier en faveur du bicaméralisme, non du veto, dans un passage déjà cité où, premièrement, l'effet du bicaméralisme est de ralentir la délibération et ensuite d'assurer que les mêmes circonstances ne pourront les égarder toutes les deux en même temps. Ainsi, l'efficacité du veto américain et celle du bicaméralisme français reposent sur le même mécanisme, la lenteur des procédures et la variété des perspectives. Tandis que les vertus des lenteurs sont un lieu commun de la théorie constitutionnelle, on cite moins souvent celle de la variété. Il s'agit fondamentalement, je pense, d'un principe statistique semblable à celui qui justifie la diversification d'un portefeuille d'actions. Dans leur débat sur le Sénat, les Américains ne citèrent jamais les vertus de la variété. De même, dans leur débat sur le veto, les Français ne citèrent jamais les vertus de la lenteur. De manière plus générale, aucun constituant français n'affirma que le veto aurait un effet positif sur la qualité du travail législatif. Il faut néanmoins nuancer cette affirmation, car, comme l'a démontré Michel Tropper dans son intervention, les députés à la Constituante n'affirmèrent pas que le veto se justifiait uniquement par la protection qu'il offrirait à l'exécutif contre les empiétements du législatif. Ce fut le motif le plus souvent cité, mais pas le seul. Bon, je vais sauter une page pour expliquer quel pourrait être l'effet, les raisons additionnelles pour adopter un veto royal, c'est-à-dire en sus de l'effet qui provient de la protection du prérogatif du roi. Presque tous
qui ont pris la parole ont ajouté que la protection des pouvoirs royaux n'était qu'un moyen de protéger les citoyens. Et à mon avis, la meilleure analyse sur ce point est celle de Mirabeau, qui insiste sur l'importance de la publicité. Si le roi n'a pas un veto absolu, l'Assemblée pourrait interdire toute publicité des débats et finalement s'emparer de tout le pouvoir.